Après la pause pour le journal, nous retrouvons nos experts sur le plateau de Regard Croisé pour la suite de l'émission. Sana Veyuel, Komlan Sadio et tout est là. Il est analyste économique et sociopolitique. Firmin Teko Agbo est également là, chroniqueur politique, directeur du Centre de recherche et de géopolitique internationale Firmin Teko Agbo. Et le jeune journaliste, rédacteur en chef de Togo Breaking News, Louis Kamako. On parlait du Burkina Faso et on analysait la sortie de Maître Yameogo qui disait que son pays avance doucement vers un génocide. On retrouve Firmin Teko Agbo qui était sur le développement et on est au niveau du point 2. Oui, sur le point 2, je disais que lorsqu'on est chef d'État, on ne cherche pas à mourir bêtement. C'est pas parce que la sécurité présidentielle, ce n'est pas un jeu. Et des gens sont allés au front et ils y sont morts. Ce n'est pas de la blague. Votre garde rapproché même va vous l'interdire. Mais si vous vous amusez à le faire, que quelque chose vous arrive, c'est l'État qui perd suffisamment parce que vous déstabilisez toute une nation et on va encore se préparer à se mettre à préparer votre succession. Mais le jeu, lui, l'a promis. Il a dit qu'il allait au front pour sauver son pays et c'est ce qu'il avait dit avec l'ancien président il va sauver aucun pays. Il n'en a pas les moyens. Il est trop inexpérimenté. Il n'a rien pour sauver son pays. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est un capitaine après tout. C'est un jeu. Dadis Camara était un capitaine aussi. C'était un grand blagueur. Et ce qu'il est en train de démontrer aussi avec toutes ces images qui circulent, c'est de la blague. On ne s'amuse pas avec la vie de millions d'âmes comme ça. Il est en train de s'amuser. Donc, il faut quitter ce terrain-là. L'autre chose que je voudrais faire évoquer, quand Sana Sadio disait tout à l'heure que des communautés veulent s'autodéfendre, donc lorsque de telles questions se posent, il faut leur chercher les moyens, tout ça. Moi, je me dis c'est dangereux. Si Sana Sadio était président dans un pays et puis des communautés viennent le voir pour dire on veut se défendre, donc en 7 jours, donc il va les former et puis leur fournir des armes. C'est dangereux, il va déstabiliser tout son pays. C'est ce qui est en train de se passer au Burkina Faso. Ce qui est en train de se passer au Burkina Faso avec ces groupes de toute défense, c'est de la criminalité organisée. Et ceux-là doivent être poursuivis par la communauté internationale, par les Nations Unies. Ils doivent répondre devant les instances internationales. Ils doivent facilement répondre. Donc moi, c'est-à-dire, on ne s'amuse pas comme ça avec la vie des gens. Ce qui se passe au Burkina Faso est gravissime. Il faut que les Burkinabés eux-mêmes s'organisent et disent la vérité à ceux-là qui ont perpétré ce coup d'État-là. Parce qu'ils croyaient que la gestion d'un pouvoir, c'était un jeu. Roch Christian Kaboré, on le prenait pour quelqu'un qui ne connaissait rien, qui ne pouvait pas maîtriser la situation sécuritaire. Maintenant, Damiba qui arrive, croyant qu'il était le Messie. Pour Yameogo, lui, il était trop lent. Pour réagir face il était trop lent. Il était trop lent. Vous allez lui donner quoi pour qu'il soit beaucoup plus rapide. Parce que c'est un territoire qu'il ne maîtrise pas. D'ailleurs, il n'a jamais fait partie du RSP. Il n'a jamais fait partie de ce corps d'élite là qui a combattu le terrorisme au temps de Blaise Compaoré. C'était pas ça l'erreur aussi, Sana Sadio, quand on efface comme du beurre un corps d'élite comme ça après le départ de Blaise Compaoré. Oui, on peut considérer que c'était une fausse note, mais comme je l'ai dit, je vois que M. Firmin, il a beaucoup de problèmes de conceptualisation. J'ai conceptualisé la situation au Burkina Faso. Quand on a une armée dont 40% du territoire lui échappe et que des gens s'organisent, donc vous voulez que les gens s'asseyent et qu'on vienne les massacrer? C'est ça la conceptualisation. Il faut comprendre la situation que vivent. Mais votre manière de conceptualiser est dangereuse. Cela ne veut pas dire que j'encourage, mais j'essaie de comprendre la logique qui a abouti à cela. Quand 40% de votre territoire vous échappe et que les gens s'organisent pour s'autodéfendre, on ne peut pas les laisser comme ça. On leur apporte ce qu'il faut. Maintenant, ceci dit, oui, on peut considérer que la dissolution du RSP fait partie, n'est-ce pas, de ce qui a pu créer ce vide sécuritaire dans le pays. Mais encore une fois, il faut conceptualiser, comprendre la logique qui était derrière ces dissolutions. Des gens voulaient raffermir leur pouvoir parce que le RSP, c'était les fidèles des fidèles de Blaise Compaoré. Blaise Compaoré n'est plus au pouvoir, vous venez. Maintenant, vous savez que votre ennemi, celui qui est susceptible d'attenter à votre autorité, à votre pouvoir politique, juste à côté. C'est le RSP. Donc c'est ça la logique qui était derrière. Parce qu'en ce moment-là,
la menace terroriste n'existait pas. Ouais, il faut le Donc préciser. la situation a entre-temps évolué. Donc il faut comprendre que si une solution à une époque A n'est plus idoine à une solution B, ce n'est pas parce que cette solution-là est mauvaise, c'est parce que c'est la situation qui a changé et qu'il fallait une autre adaptation. Donc il faut comprendre les choses. Ceci dit, on a dit un point très important. Vous savez, quand je reviens encore une fois sur le terrain du terrorisme, quand vous avez des gens, la menace que vous ne connaissez pas, cette menace qui n'a pas de visage, qui prend le visage des personnes qui sont autour de vous, qui passent, n'est-ce pas, par votre chemin, etc., etc. Dans ces situations, c'est difficile de mettre l'armée au-devant de cette lutte-là. Pour lutter efficacement, il faut des gens sur le terrain qui connaissent qui est qui fait partie de la communauté, etc., etc. Forcément, la lutte contre le terrorisme, ça doit être soutenu par des renseignements qui viennent de la communauté, des gens qui maîtrisent le terrain. Vous savez, c'est ce qu'on a reproché parfois aux troupes étrangères, parfois occidentales, sur le terrain de lutte contre le terrorisme. Ils ne connaissent pas le terrain, on dit qu'ils massacrent les populations. Tout ça, on les appelle des dommages collatéraux parce qu'il faut forcément du renseignement qui vient du milieu. Vous savez, quand les premières frappes, nous avons subi l'attaque de Sanloaga, mais les communications du ministère de la Sécurité, c'est que les populations fournissent des informations aux autorités. Parce que jusqu'à preuve du contraire, nous avons peut-être la chance que notre appareil sécuritaire n'est pas défaillant. Au Burkina Faso, ce n'est pas le cas. Donc, il faut conceptualiser et comprendre la logique dans laquelle sont dans les gens. Non pas parce que nous nous encourageons, bien nous applaudissons, mais c'est parce que c'est la solution. C'est ça, peut-être, on peut dire, le moindre mal pour eux. Alors, Louis Kamako, pour mettre Herman Yameogo, le capitaine Traoré doit reconnaître sa banqueroute, présenter ses excuses à la nation et promettre de continuer sur de nouvelles bases ou carrément partir, c'est-à-dire démissionner. Alors ma question elle est celle-ci, je l'avais déjà posée, quand on voit sa sortie et celle de l'ambassadeur de France au Burkina, Luc Alland, on peut avoir des inquiétudes. Oui, pas des inquiétudes parce que Maître Yameogo ne vient que confirmer ce que l'ambassadeur a dit. Et donc je pense que c'est des choses, c'est des réalités aujourd'hui qui sautent aux yeux quand on est au Burkina Faso. On sait que la situation sécuritaire est très délicate et que tout le monde qui a des yeux pour voir le verra. Et donc, sauf qu'on fait preuve de malhonnêteté intellectuelle pour dire que tout va bien. Donc, je pense que l'ambassadeur, il a été obligé de plier bagage. Il a rejoint ses compatriotes français. Maintenant, le sort qui est réservé au maître Yameogo, on ne sait pas encore, mais ce qu'on sait, c'est qu'il a du charisme lui aussi. C'est un opposant farouche, il est radical et donc lui, là, il ne va jamais avec du dos de la cuillère. Donc, je pense que c'est la situation aujourd'hui au Burkina Faso. Maintenant, je voulais peut-être revenir un peu sur le groupe d'autodéfense dont parlait Sana. Aujourd'hui, il faut comprendre que tous les États sont en train de prôner justement le groupe de défense, mais pas au premier degré, peut-être au second degré. Oui. Parce que quand on voit ce qu'on appelle aujourd'hui la stratégie nationale de lutte et de prévention contre l'extrémisme violent et le terrorisme, il y a un focus qui est mis sur ce qu'on appelle le système d'alerte précoce. Ça veut dire qu'on met la population en contribution et dès qu'il y a des actes suspects, c'est la population, c'est les communautés qui le signalent en fait aux autorités en charge de la sécurité. Donc là, en réalité, ils sont en train de s'auto-défendre. Mais ils sont dans la prévention. Ils sont dans la prévention. Sauf qu'il y a des erreurs. Pas des erreurs. Et ça n'en a pas exclu cela. Non, voilà. Donc, c'est-à-dire que quand on parle de groupe de défense, ce n'est pas forcément demander en fait aux jeunes du quartier ou bien aux communautés d'aller au front et aller tirer eux aussi. Non, ce n'est pas ça. Mais nous, on sent des règlements de compte. On avait précisé cela. On sent que ces communautés s'opposaient déjà entre elles. Et les gens qui sont mal intentionnés en profitent pour régler des comptes. Voilà, c'est le côté pile en fait de la face dont dénonce Sana Sadio et je suis complètement d'accord aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas la mission assignée à ces éléments-là. On ne leur demande pas d'affronter les ennemis, mais plutôt de signaler en fait ce que vous trouvez d'anormal pour que l'État puisse réagir à temps. C'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils n'ont pas les moyens d'affronter les terroristes. Ils n'ont pas les moyens d'aller en fait
en conflit avec les terroristes, mais plutôt demander, signaler ce que vous trouvez d'anormal pour que l'État puisse vite venir en renfort et que la situation ne se dégénère pas à tout moment. Alors, Firmin, on va prendre la route de Libreville, mais bien avant, en 30 secondes, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'apprécie bien le raisonnement de Loïc. Donc, il ne faut pas amener la population à affronter les ennemis. Donc, je voudrais qu'à ce niveau, Sana Sadio soit un peu plus clair dans sa confusion. Parce qu'il est en train de confondre. Pour vous, il est confus? Oui, il est confus et il veut nous confondre aussi. Non, je ne suis pas du tout confus. Non, regardez, non, parce qu'en réalité, ce n'est pas parce que, regardez ce qui se passe. Oui, regardez par exemple ce qui se passe au Mali, où il y a toujours ces rivalités communautaires, il y a toujours ces guerres entre les tribus. Donc, ces tribus-là vont venir au pied de Goïta et puis vont lui demander fournissez-nous des armes pour que nous puissions affronter les terroristes, alors que des gens n'ont aucune expérience en la matière. C'est ce qu'il dit, il est en train de les comprendre. Moi, je ne voudrais même pas les comprendre parce que les armes, ce n'est pas un jeu. Est-ce qu'ils ont une solution? Entre-temps, même s'ils n'ont pas de solution, il faut que les États s'organisent pour trouver des solutions. En attendant cette organisation, vous allez permettre aux gens de s'entretuer. Vous allez permettre aux gens de s'entretuer. Mais les gens se font tuer. Mais ce qu'il dit est dangereux. Mais ce qui a dit pire que ça. Ce que Sana Sadio est en train d'évoquer. Ce que Sana Sadio est en train d'évoquer est dangereux. Est dangereux parce qu'on ne peut pas se permettre de fournir des armes comme cela aux inexpérimentés. Mais ils vont détruire la République. Ce n'est pas possible. Il faut la formation. La deuxième là, on l'a dit, compte tenu de l'urgence. Oui, il faut des informations. Il faut des informations. Il ne faut pas leur fournir des armes. Ce n'est pas bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Sinon, les armes vont circuler partout dans le pays. Maintenant, l'autre chose, quand il dit, une seconde, quand il dit, vous avez dit service militaire obligatoire. Il a des approches simplistes. Non, quand on dit, non, tout le monde gère l'État avec émotionnel, que ce soit le Mali, que ce soit le Bénin, tout le monde gère émotionnel. Non, Sana Sadio, les gens sont trop simplistes. Non, Sana Sadio, laissez-moi parler. Sana Sadio, quand on dit par exemple, moi je l'ai dit, tu as un problème de conceptualisation. Quand les gens ne sont pas avec ta logique, c'est que les gens sont dans une gestion émotionnelle. Tu l'as dit pour le cas du Bénin, il n'y a pas de politicien sérieux. Et le jeune monsieur Sana Sadio, prenez le débat au sérieux. Prenez le débat au sérieux. Ne le prenez pas au sérieux. Prenez le débat au sérieux. Ne prenez pas les politiciens au sérieux. Prenez le débat au sérieux. Sana Sadio, non, Michel. C'est vous qui ne prenez pas Michel. Quand il parlait, je l'ai laissé parler. Donc, s'il vous plaît, organisez le débat. Quand il parlait, je l'ai laissé parler. Alors qu'il me permet de parler. Oui, qu'il me permet de parler. Moi, je dis par exemple. Non, attendez, par exemple, ce n'est pas lui. Attendez. Donc, que Sana respecte le plateau. Parce que quand lui parle, je dis. Donc nous sommes en train de faire un débat et j'ai le droit de commenter ses propos. Maintenant, la deuxième chose. Autre chose. Quand Sana Sadio se dit, il me reproche, où il me dit que en réalité le terrorisme on n'arrive pas à identifier parce que j'ai dit qu'ils ont un problème d'identification. En réalité, quand on dit que le terrorisme, quand on dit quand on dit un problème de définition du terrorisme. Quand on dit par exemple écoutez par exemple Louis, lorsque vous parlez, je vous laisse parler. C'est quoi le terrorisme? Définis-nous ça. On va au Gabon. Alors, non, attendez. Soit calmer Sana. Il faut qu'il nous définisse le terrorisme. Attendez, c'est vous qui posez la question, c'est Sana. Allez-y, Firmin. Ok. Quand on dit que c'est parce que le terrorisme, on n'arrive pas à identifier les gens. Moi, je voudrais le rappeler. Quand on parle du terrorisme, on parle de guerre asymétrique. On ne connaît pas l'ennemi. Mais on ne les identifie pas. Attendez. Donc il y a un problème d'identification. Attendez, par exemple. Vous aurez la parole. Attendez, monsieur, si vous voulez que le débat continue. Vous aurez la parole. Si vous voulez que le débat continue, je respecte tout le monde. Allez-y. Je respecte tout le monde, je suis sérieux. Vous l'avez dit, on ne connaît pas les gens. Donc non identifiable. Attendez, si vous voulez qu'on continue le débat, c'est une conclusion de ce que vous dites. Allez-y. C'est une conclusion, continue. Vous l'avez reconnu qu'on ne peut pas les reconnaître. On perd du temps. Vous l'avez reconnu, continue alors. On ne peut pas reconnaître les gens, vous l'avez dit. Ce que je disais, vous venez de le dire. Michel, je suis sérieux. Moi, je suis encore plus que vous. Je le suis encore plus que vous. Vous savez que je me respecte. Allez-y. Allez-y, continuez. Je dis qu'en réalité, quand on parle de terrorisme, c'est une guerre asymétrique. On a un problème pour identifier les gens. Pourquoi on le dit ainsi?
c'est parce que dans la masse, la personne peut perpétrer des attaques terroristes et le lendemain, vous le retrouvez la personne alors que vous n'arrivez pas, vous ne pourrez pas l'identifier. Mais les terroristes, on peut les identifier avec les renseignements. Les Burkinabés ont un problème d'identification au niveau du renseignement. Au niveau du renseignement. Parce qu'on ne leur fournit pas des renseignements. Vous savez ce qui se passe en France? À la fin de chaque année, les Français, devant l'Assemblée nationale, où les renseignements français disent que nous avons eu à déjouer tel nombre d'attaques terroristes. Parce qu'on leur a fourni un certain nombre de renseignements et ils suivent la personne jusqu'à ce que ces gens-là soient ou entrent dans le flagrant délit. Parce qu'on vous donne des renseignements et vous arrivez à les identifier. Mais dans la masse, vous ne pouvez pas les identifier parce que les gens ne portent pas des habits terroristes. C'est pour cela que je dis, au niveau du Burkina Faso, je répète, au niveau du Burkina Faso, ils n'ont pas de renseignements, ils ne peuvent même pas identifier les terroristes. Seules les populations, peut-être, pourraient leur fournir un certain nombre de renseignements. Pour les aider. Et aussi, les renseignements à l'international. Vous ne pouvez pas combattre on comprend la position de tout le monde. Lui, Kamako, vous ne pouvez pas combattre aujourd'hui le terrorisme. Moi, je reviens sur le sujet relatif en fait au groupe d'autodéfense. Personne n'est en train de faire la promotion des groupes de défense. Voilà. Mais je le dis qu'au grand mot, au grand remède. Voilà. Et il faut vivre conformément au temps. Il faut contextualiser les choses. Aujourd'hui, le Burkina Faso fait face à un problème sécuritaire très grave. Et on a noté justement l'insuffisance des forces de l'ordre de sécurité. À un moment donné, il faut mettre à contribution la population. Je crois que alors, ce que les forces de l'ordre n'arrivent pas à faire, c'est ça. Ce que les forces de l'ordre n'arrivent pas à faire. Est-ce que lui, dans ce cas, c'est un problème peut-être de nombre au niveau des forces armées, parce que ce qu'elles n'arrivent pas à faire, on a l'impression qu'on envoie ceux qui sont formés à l'espace de 2 semaines pour pouvoir le faire. Oui, c'est pas ça le problème. Ça veut dire qu'on leur donne des rudiments élémentaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, c'est vrai que 2 semaines c'est insuffisant. Mais c'est la situation qu'il a dit, je l'ai dit. Et j'ai noté tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure de ce qu'on appelle service militaire obligatoire dans certains pays. Ça veut dire qu'on s'est rendu compte que compte tenu du banditisme ou bien du taux de la criminalité, tout le monde peut avoir accès à l'arme. Mais c'est-à-dire qu'avant d'avoir accès à ces armes-là, il faut demander la permission, il faut que tu aies une autorisation. Et donc l'État, ou bien dans nos pays africains où le terrorisme fait rage, dans le terrorisme africain où le terrorisme a élu domicile, je ne pense pas qu'on est en train de donner l'arme à tout le monde. On donne l'arme à celui qui a été formé et ces armes-là sont enregistrées par le ministère de la Sécurité. Il sait qui détient l'arme et dans quelles conditions il possède cette arme-là. En réalité, ça dit que c'est pour ça que je dis le groupe d'autodéfense dont nous parlons même est exagéré. N'essayons pas d'élargir le champ. C'est des gens qui en réalité qui sont du côté du service sécuritaire. Ils travaillent avec les services de renseignement, entre guillemets. Pour vous, c'est la dénomination qui est un problème. Oui, c'est la dénomination qui est problème. Donc, je ne pense pas que dans un pays comme le Burkina Faso, comme le Mali, où la situation sécuritaire est déjà alarmante, on va se permettre justement de tolérer une libre circulation des armes. Et là, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Voilà. Ouais, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Pour chuter. On dit la même chose finalement. Ça dit, vous savez, dans tout pays, quand on est en situation d'urgence, on appelle les civils, on leur donne des armes. Même dans la constitution togolaise, on dit, lorsque la sécurité de l'État est en jeu, défendre la patrie devient un devoir. Qu'est-ce qu'ils comprennent de ça? C'est ça, moi, je veux dire. Les gens arment les gens parce que la situation est urgente au Burkina Faso. C'est une position de légitimité de l'État. Allez, on va marquer la dernière pause. On marque la deuxième pause et on revient pour la suite. La dernière.